C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. Et pour des gens qui se sont levés tôt, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Salut David. On est dans le quartier de Montparnasse à Paris, dans un petit square sympa et on va parler de podcast. Carrément. Le podcast d'équipe de choc qui révolutionne le management. Qu'est-ce qu'il était temps de révolutionner pour toi ? Ah écoute, en fait, nous on a décidé d'appeler le podcast et de faire référence à la révolution du management après un tour du monde. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et en fait, on s'est rendu compte que il fallait révolutionner, selon moi, la conception qu'on avait du travail et de la façon dont on évoluait dans l'entreprise. On a rencontré plus d'une 60aine d'entreprises dans notre tour du monde qui faisaient des choses incroyables qu'on n'avait jamais vues. Et en fait, en parallèle de ça, nous, on avait l'expérience familiale avec moi, mon père qui allait le matin au boulot avec les pieds de plomb et tout. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'il y a encore des gens qui aillent le matin au travail sans se faire plaisir, sans s'épanouir, sans se révéler, alors qu'on voit des boîtes qui font des trucs incroyables et qui révèlent des gens tous les jours. Donc pour moi, ça, c'était la vraie révolution qu'il fallait faire. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès de managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe, destiné aux managers et cadres dirigeants, et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Dans le cadre de leurs études et d'une opération nommée Les Baroudeurs, Cassandre Verriest et Mathieu Van Der Mesch ont visité 60 entreprises au sein de 13 pays. Leur intention ? Interroger l'innovation managériale et produire des podcasts soutenus par Germe sous l'identité Équipe de choc, à retrouver sur les plateformes telles que Deezer ou Spotify. Alors qu'est-ce qui les a attirés dans l'innovation managériale ? Quelles convictions ont-ils construit ou développées ? En quoi sont-ils davantage préparés à devenir managers demain ? La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Ce jour-là, alors que Cassandre est retenue à Anvers pour le travail, je rencontre Mathieu près de Montparnasse, à Paris. Cette idée, elle est née d'abord d'une envie d'être en relation avec le mot travail, avant même le mot management. Ouais, tout à fait. Je pense quand même que puis nous, en plus, en tant qu'étudiants, on aspirait à devenir des travailleurs, en fait, à travailler. Je pense que ça occupe une grande partie de notre vie. Et avant d'être manager, je pense qu'il y a la notion de manager qui est importante. Et la notion de manager fait forcément, tout comme manager, mais référence au travail qu'on fait, à ce qu'on produit, à l'opérationnel. Et donc, il y avait effectivement, avant même la notion de management, la notion de travail. Il y avait des managers dans votre famille ? Ouais. Il y a des managers dans votre famille ? Tout à fait. Alors dans la famille de Cassandre, c'était très clair puisque ses parents sont entrepreneurs, sont chefs d'entreprise. Donc il y a une dimension managériale qui est certaine. Ils ont une ferme en fait, une ferme en Picardie. Ils ont à peu près 5-6 personnes à gérer. Donc c'est le management est très important, surtout dans un univers agricole où il y a une conception quand même différente du travail, où il y a différentes valeurs que dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans notre écosystème parisien, ou même staccanoviste. Ah, c'est clairement ça, staccanoviste, on compte pas ses heures, Très tôt, on part très peu en vacances. Hein. Ah oui, de toute façon, quand on a des vaches, quand on a un élevage, c'est tous les jours et en fait, ce qui est dingue et ce qu'on a découvert aussi via la ferme familiale, c'est le plaisir de le faire. C'est un travail passion. On n'est vraiment plus dans le travail opérationnel où on se lève, on va bosser, on s'installe sur une chaise, on est dans le travail passion. Donc il y avait cette dimension managériale chez Cassandre et moi, mon père était directeur administratif et financier d'une PME en région lilloise. Donc il y avait aussi cette dimension managériale et ma maman est aussi entrepreneur, profession libérale, avocat et elle gérait une équipe de 3 personnes et aujourd'hui encore une équipe de 3 personnes. Donc le management était un peu partout et en plus on s'initiait et on commençait des études managériales. Donc le terreau est là forcément. Clairement. Élodie Netelec, l'une des permanentes de Germe, a suivi de près vos voyages et réalisations. Donc on va peut-être le préciser maintenant. 13 pays visités. Tout à fait, 13 pays visités, une 60aine d'entreprises rencontrées, ça fait plus de 200 personnes, 200 managers, collaborateurs, entrepreneurs rencontrés. Donc c'était un périple incroyable dont on ressort grandi. Comment vous avez postulé sur ce dispositif Les Baroudeurs ? Alors écoute, c'est dingue. En rentrant de soirée, 3h du matin, à l'EM Lyon, l'école. On continue à bosser à 3h du matin, non.
on retourne se coucher et là on voit que il y a une publication de l'ancien baroudeur qui publie un message en disant on recrute le futur baroudeur. On a lu le message, on s'est regardé, on s'est dit bah c'est pour nous et on a postulé en fait et après c'est suivi plusieurs étapes de recrutement, d'entretien, de préparation du voyage, mais ça a été ça le déclic en fait. On s'est regardé et ça a duré une demi-seconde. C'est pour nous. Et pourquoi vous? Pourquoi nous? En fait, je pense que c'est d'abord pourquoi nous deux. On devait postuler en binôme. Pourquoi nous deux? Ça vient de notre histoire familiale, premièrement. Cassandre, la ferme, j'en ai parlé, mais c'était aussi, il y avait à l'époque énormément de challenges pour eux, la fidélisation des employés, le management. Elle voulait beaucoup aider sa maman qui était à la tête de l'entreprise, lui apporter des solutions. Donc il y avait ce désir d'aller chercher de la solution qu'on trouvait pas en fait dans nos études, qui sont trop théoriques. Et en fait, pour moi, bah, c'était aussi avant tout le plaisir de voyager avec elle, parce qu'on était déjà en couple à l'époque, on l'est toujours aujourd'hui. Et c'était aussi un moyen de me dire, bah, je reviens à mon papa et ma maman, mais de me dire, il y a d'autres choses qui se font et d'avoir peut-être à aller chercher cette étincelle qui dise à mon père, tu peux quitter ton boulot, tu trouveras bien mieux, quoi. Alors Élodie Nedelec, j'en parlais tout à l'heure, elle a suivi de près vos voyages, vos réalisations. Ouais. Et elle a été marquée par l'expérience Biba. Oui. Ça se passe à Pékin, tu nous racontes? Ouais, alors ça c'est un truc de fou, hein. Pékin c'est la première fois qu'on allait en Chine déjà. On est dans une période où il y a des inondations, donc l'école est fermée, on fait plus de 2 semaines, on essaye de les contacter, on n'arrive pas. Et on voulait vraiment y aller parce qu'on avait cette envie de s'émanciper uniquement des entreprises et d'aller voir des écoles, des hôpitaux, des choses qui allaient vraiment à contresens et dans des domaines un peu différents. Et selon nous, en fait, l'éducation, c'est la principale graine qui va ensuite motiver des gens à devenir des managers un peu différents parce qu'on les incite dès le départ à prendre des postures, des valeurs, des choses qui sont totalement différentes. Donc, on voulait vraiment y aller. Biba, c'est Beijing International Bilingual Academy, donc c'est une école, tout à fait. On arrive là-bas et en fait, on rencontre notre interlocutrice avec qui on échangeait et elle nous fait rencontrer le grand directeur de l'école, un professeur qui a fait pas mal de recherches. Et la première chose qu'il fait, il parle pas, il s'installe à son bureau, il ouvre un ordi et il met YouTube et il met la vidéo de l'ouverture des JO de Pékin 2008 avec la Chine qui fait des trucs de fou, ils dansent, ils sont coordonnés et tout, et dit bah voilà, moi j'ai créé une école, pourquoi? C'est pour que chaque personne se révèle dans l'intelligence collective et qu'on arrive à faire des grandes choses avec une mission forte comme eux, exactement avec la même enchevêtrement de mouvements et tout. Et donc en fait ça se concrétise vachement dans leur éducation, dans leur pratique quotidienne. Par exemple, chaque début d'année, j'en donnerai qu'un parce qu'il y en a plein, mais chaque début d'année, ils font venir les parents, les enseignants et les enfants, donc une vraie vision écosystémique, et ils posent la question, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Et en gros, il faut dire, il faut répondre par qu'est-ce que c'est évidemment, donc d'écrire, mais aussi donner 3 façons concrètes de partager cet amour durant l'année scolaire, envers les étudiants, envers les enseignants. Oui, on est là pour apprendre, donc il faut que ça soit suivi des faits. Exactement, donc ça c'est génial. Et la deuxième point, c'est la méthode Eggleton, qu'on a beaucoup retenue, qui en fait, on sort du conformisme, on sort de la passivité et on va chercher entre l'enseignant et l'élève un vrai rapport d'égalité. On n'est plus du tout on co-construit la vision scolaire des choses. Et même à 6 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs incroyables. On voyait des gamins passer dans la cour et tu voyais une maturité qui était incroyable. Et tu te dis, demain, ces gens-là, bah, au lieu d'aller dans un schéma où ils reproduisent quelque chose qu'ils ont toujours appris, ils vont aller bouleverser les codes et chercher des schémas différents pour révéler les gens qui sont autour, puisqu'ils le font déjà eux-mêmes avec leurs copains, quoi. Ça, c'était Biba à Pékin. Ça, c'était Biba à Pékin. Ouais. Une autre rencontre qui vous a surpris? Ah bah, un autre pays un peu exotique. En fait, nous, dans notre tour du monde, on a voulu faire des pays incontournables où on savait qu'on allait voir des choses, des pays un peu plus exotiques où il fallait un peu chercher dans les sentiers, hors des sentiers battus pour trouver certains trucs sympas. Et en fait, on arrive en Colombie et là, on découvre en fait un laboratoire pharmaceutique dont tout le monde nous parle. Personne, enfin en Colombie, mais sinon personne n'en avait jamais entendu parler. Et donc on veut les rencontrer. Et donc on arrive à les contacter finalement, on les rencontre. Et là, nous, on s'attendait, c'est quand même une boîte qui est reconnue nationalement en Colombie. On s'attendait à un truc énorme. On arrive dans un tout petit boui-boui. Et là, une femme, 1m55, pas plus, la taille de ma mère, quoi, je m'en souviendrai très bien, qui nous reçoit et qui nous dit j'ai perdu mon mari. Bon, alors après une introduction, mais j'ai perdu mon mari il y a 5 ans.
Et j'ai repris l'entreprise et aujourd'hui, c'est ma vie et je veux créer une famille que j'ai jamais eue. Et donc, ça a été dingue parce qu'elle nous a, l'entretien s'est fait en espagnol déjà. Cassandre ne sait pas parler espagnol. Donc, ça a créé déjà une relation avec elle qui était folle. Et en plus, cette petite dame qui a tout perdu, qui a tout reconstruit avec ses employés, c'était fou. C'était fou. C'est incroyable. Une rencontre durant laquelle vous avez beaucoup appris? Alors ça, étonnamment, en fait, si on parle d'un point de vue international, je pense que celle où on a le plus appris, c'est celle qu'on a faite avec Mike, qui est PDG de Nona Creative. Donc on arrive en Afrique du Sud et là c'est la période de vacances. Donc on se heurte à beaucoup de refus d'entreprises qui pouvaient pas nous recevoir puisqu'elles étaient en vacances. Et là on contacte Mike qu'on avait listé et tout, et donc il nous invite dans sa boîte. On le rencontre et là pour le coup totalement différent de Anna Maria, 1m55, il faisait 2 mètres, c'était une baraque. Et donc il arrive et tout, et en fait on s'installe à son bureau et là il nous dit vous avez de la chance, je pars dans 2 jours en Australie. Et on lui dit ok, c'est la période de vacances, c'est classique et tout. Et en fait il dit non, je pars m'installer en Australie et je vais continuer à diriger la boîte, en tout cas à être patron de la boîte que j'ai créée. Et c'était dingue parce qu'il a réfléchi à un système pendant 4 années. Lui, c'est pas du tout on va changer maintenant, on le fait boum boum tac tac, et dans quel but on le fait. Je suis convaincu que ça va apporter énormément, que je m'exile parce que ma femme le fait et parce que j'ai aussi envie de garder ce contact avec mon entreprise, mais je construis un système, je co-construis avec mes employés et tout, et on a appris de cette pensée systémique et de la structuration concrète d'un management à distance. Et c'était même pas encore le Covid, c'est ça qui était dingue. Et puis peut-être qu'il y avait un supplément d'âme aussi dans sa façon de répondre, du fait qu'il partait, sans doute qu'il se libérait aussi d'un certain nombre de choses. Peut-être que la créativité était exacerbée. Clairement, je pense. Et puis dans ce que tu dis, je révélerai même un truc assez incroyable, c'est que je pense qu'on a appris le plus, pas forcément avec des gens qui nous donnaient beaucoup en termes de connaissances, de compétences et d'actions concrètes, mais plus des gens qui nous ont inspirés en fait. Et on s'est dit, alors c'est un apprentissage qui est totalement différent, mais qui est tellement plus fort, tellement plus inspirant, parce que on était juste bouche bée devant les propos de nos interlocuteurs, et c'est ça qui nous a fait ressentir enrichi après les rencontres. Chez Germe, tu le sais puisque tu as mis les pieds dans des journées Germe, en début de journée on pose la question, vous arrivez avec quoi? Alors vous, Cassandre et toi, vous arrivez dans le monde de l'entreprise avec quelles actions concrètes? Écoute, les actions concrètes, en fait moi je vais retenir, et là c'est une phrase de Bertrand Cuneau, je suis obligé de le citer, c'est le PDG de Cabane qu'on a rencontré dans notre vague de podcasts qu'on a fait en France à notre retour. Il nous a dit, Bertrand, oser soi-même, c'est permettre à l'autre d'oser. Et en fait, ça, je pense que c'est l'action concrète qu'on va amener et qu'on a déjà amené en fait, Cassandre notamment en tant que manager, c'est d'être dans une transparence, dans l'authenticité vis-à-vis de l'autre, d'avouer ses faiblesses, voilà, d'être vraiment dans la transparence totale et l'authenticité, ce qui va permettre à l'autre d'oser être authentique avec toi, et donc ça va créer une relation qui dépasse bien plus que la relation purement professionnelle, objectivée, avec tout ce qu'on peut avoir derrière, et on crée vraiment quelque chose de commun, bien plus que de professionnel. C'est quoi l'authenticité façon Cassandre, façon Mathieu? Parce qu'on est toujours derrière un masque d'une façon ou d'une autre à partir du moment où nous sommes dans une posture sociale et de surcroît dans le monde de l'entreprise. J'entendais récemment la politesse, c'est la plus agréable des hypocrisies, par exemple. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment est-ce qu'on fait pour rester durablement authentique? Pour moi, le critère principal pour être authentique, c'est le courage. Parce qu'on ne peut pas être authentique sans être courageux, parce qu'il y a tellement de choses, comme tu dis, dans l'univers social, dans l'univers de l'entreprise, la relation manager-manager, où on va facilement se figer, rester dans son coin, pas dire ce qu'on ressent. Ça, en fait, on peut facilement s'appesantir sur son sort et se sentir pris dans cet étreint de l'entreprise. Et je pense que c'est énormément de courage, d'avoir le courage de dire ce qui va pas, d'avoir le courage de donner des solutions, d'avoir le courage de proposer des nouvelles choses, de bouleverser un peu les schémas. Et évidemment, pour les managers, c'est avoir le courage d'écouter et de pouvoir aussi changer la façon dont on gère les choses. Donc pour moi, le courage est présent partout dans l'authenticité. C'est super important. Inspirante, un podcast du réseau Germe.
Alors vous évoquez, Cassandre et toi, le manque de prise en compte de la dimension managériale au sein de vos études. Tu disais tout à l'heure, nos études, elles sont formidables, mais elles sont peut-être un peu trop théoriques parfois. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez désormais mieux ou différemment après votre tour du monde ? Alors déjà, pour rebondir sur ça, je pense que on n'apprend pas à manager, on devient manager en fait en manageant en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, on a beau faire un tour du monde. Je pense qu'on n'a même pas 1% de notre panoplie de managers qu'on sera plus tard. Mais en tout cas, on a des bribes de ce qu'on veut devenir. C'est bien parti quand même. Je pense qu'on a des bribes de ce qu'on veut devenir et c'est ça le plus important. Et donc, je sais plus exactement ce qu'était ta question au départ. Je voulais la question, c'est qu'est-ce que vous avez de plus, de mieux, en quoi votre esprit est plus grand ouvert encore après avoir visité 60 entreprises dans 13 pays. Bah écoute, je pense que de tout ce qu'on a vécu, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, ce qu'on retient, c'est avant tout cette idée de perpétuellement évoluer. Donc on va arriver dans les entreprises. Notre idée, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice dans la construction de quelque chose de nouveau, d'apporter aussi ce côté innovant, de toujours questionner en fait ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme aujourd'hui, moi j'évolue dans une start-up, Cassandre aussi, et on est vachement challengé de par l'évolution de l'entreprise d'un point de vue économique. Et je pense que l'évolution managériale d'une entreprise, c'est pareil que l'évolution économique, c'est à un instant T, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours évoluer. Donc c'est fatigant quand même d'innover en permanence, d'évoluer en permanence. On peut pas se reposer parfois ? Bah si, reposons-nous. Mais en fait, je pense que ce repos, c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que l'évolution perpétuelle va permettre énormément de fidéliser. Aujourd'hui, la croissance des entreprises, elle est essentielle, économique pour recruter des gens et tout. Et je pense que pour les fidéliser et tout, il y a aussi cette évolution perpétuelle managériale. Et j'ai même envie de dire, le repos ne suffit pas à reposer et l'activité énergise. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais totalement. C'est ce que j'aurais dû répondre. J'ai l'impression c'est parfait. C'est vraiment c'est exactement ça. Quand on voit juste toutes les entreprises qu'on a pu voir, il y a cette envie de déplacer des montagnes, cette effusion qui est hyper énergisante. C'est exactement ça. En une phrase, qui peut être longue, hein. Pas une phrase de député pour autant. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux entreprises qui t'écoutent pour leur donner envie d'innover dans leur management ? Qu'est-ce qu'elles y gagnent à innover ? Je formulerai ma réponse en deux parties parce que... Ah, on dirait un député. Ah oui, c'est mauvais, mais tu vas voir. Je serai bref. C'est pour le bien. Ça dure je serai bref. Non, mais en deux parties parce que c'est important. Je pense que la réponse conventionnelle qu'on dit toujours d'ailleurs nous et qui est vraie, hein, c'est que cette innovation managériale, cette envie de révolutionner, de bousculer ces modèles, c'est évidemment bénéfique pour tout le monde. Pour les managers qui vont pouvoir déléguer plus facilement, qui vont pouvoir passer du temps dans cette posture de coach à révéler des gens. Et qu'est-ce que c'est bon de révéler des gens, j'imagine. Pour les employés, les collaborateurs terrain opérationnels qui eux vont avoir plus de champ libre, plus d'autonomie, qui vont être plus fidélisés, qui vont pouvoir entreprendre, qui vont se sentir valorisés. Pour les entreprises, parce que ça permet l'épanouissement économique d'une entreprise. Voilà, l'écosystème, il gagne quoi qu'il arrive. Et en fait, pour la deuxième partie de réponse, j'ai envie de dire, les entreprises devraient même pas se poser la question de qu'est-ce qu'elles y gagnent, parce que ça devrait être naturel aujourd'hui. Et là, je cite Dominique Pont, qui est directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, qu'on a interviewé sur le podcast et on lui a dit mais dans quel but tu fais tout ça ? Et il m'a dit, je suis juste profondément humain et tout le monde devrait l'être. Et donc, voilà, je pense qu'il y a ce côté, évidemment, ça va vous apporter quelque chose, mais ne le faites pas pour ça. Oui, faites-le d'abord pour votre être. Exactement, et pour les autres, et pour ce que vous avez envie de construire. S'intéresser à l'innovation dans le management, ça parle de quoi, Mathieu ? Ça parle de besoin de changement, ça parle de dépassement, ça parle de besoin de se différencier, l'un des mots-clés fondamentaux de l'entrepreneur. Ça parle de quoi ? Alors oui, il y a tout ça. Je pense que se différencier, c'est loin d'être la priorité, je pense, dans le management, parce que évidemment, c'est bien quand on peut se différencier, quand on peut attirer par ses pratiques, mais encore une fois, ça doit pas être le moteur. De surcroît, dans une époque où on peine parfois à recruter. C'est vrai. De surcroît, dans une époque où on peine à recruter, je pense que c'est essentiel d'avoir encore une fois, d'être transparent. Moi, je cite beaucoup de gens, mais parce que c'est les rencontres qu'on a vues, mais
Kevin Duchier, qui était DRH chez Germinal, il nous a dit pourquoi aujourd'hui les cabinets de conseil, les grosses boîtes de fusion-acquisition recrutent à mort et sont aussi attirantes, alors qu'elles sont destructrices pour le bien-être des employés. Parce qu'elles sont ultra transparentes et quand on arrive à l'entretien, on sait qu'on va se faire défoncer dans la boîte. Et donc, cette logique, c'est de la garder du début, quand on énonce que dans la boîte c'est magnifique, on fait des team building, on fait des trucs, jusqu'à la fin où quand la personne rentre dans la boîte, elle n'est pas frustrée de voir que c'est autrement. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est d'arriver à construire cette vision écosystémique du management qui permet d'attirer, de fidéliser et aussi d'être dans une logique continue, un fil rouge directeur qui nous est propre et qui n'est pas répliqué d'autres schémas. Manager, c'est pour bientôt ? Manager, c'est pour bientôt. Ouais, bah oui, ça arrive vite. Là, on est en train de recruter un stagiaire dans mon équipe qui va certainement participer à l'évolution de mon poste et tout. Donc oui, c'est pour bientôt, pour Cassandre aussi, et on a hâte, quoi. Alors, à quoi ressembleront Cassandre et Mathieu, managers ? Adhérents Germe, à minima. À minima, évidemment. Bah, maintenant, on a mis le pied dedans, on peut plus le sortir. Mais non, évidemment, je pense que ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit, mais manager, c'est évidemment avoir cette posture de révélateur plus que de manager, qui pour moi a cette notion de direction, d'asseoir un peu son pouvoir sur l'autre. Moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on a nous en tant que manager de révéler aujourd'hui et de guider l'autre vers quelque chose de mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après une telle expérience d'idéaliser l'identité du manager ? Est-ce qu'il y aura quand même une place pour le lâcher prise ? L'expérimentation permanente. Et donc l'innovation, puisque c'est ça qui vous intéresse. Eh ben écoute, je crois qu'au contraire, avoir vu tant de choses, avoir vu tant d'exemples de personnes qui faisaient leurs petits trucs dans leur coin, ça nous a justement donné envie de nous, alors évidemment de s'inspirer, et tu vois le côté one-to-one, toutes les semaines, prendre du temps, 30 minutes avec son manager, lui parler de rien, l'écouter et tout, ça évidemment on le répliquera, mais je pense qu'on ajoutera des petites piqûres de peps, en fait faire du Mathieu, faire du Cassandre. Aujourd'hui, être manager, c'est faire ce qu'on est nous, et répliquer, s'inspirer c'est bien, répliquer ça peut être très destructeur. Tu disais lui parler de rien, c'est-à-dire accepter les temps informels qui, au premier abord, semblent pas servir à grand-chose. Exactement, et c'est ça, on l'a vu beaucoup, et c'est se poser 30 minutes toutes les semaines, ce qui permet, en fait, on s'est rendu compte que l'atout principal, et en fait, tous les managers disent qu'il manque de temps. Et donc, accorder du temps à son collaborateur, c'est lui montrer énormément de choses, qui plus est de façon régulière et dans le temps. Et donc avoir ce moment partagé avec son manager où on parle de rien, où on écoute, où il n'y a pas de ligne directrice, où il n'y a pas d'objectif professionnel, c'est laisser libre cours à la construction de cette relation qui sera beaucoup plus forte ensuite et qui va permettre l'authenticité, la transparence et voilà, c'est juste porteur. Et c'est toute la différence entre la théorie et l'expérience que j'entends dans tes propos. Quand on découvre la matrice d'Eisenhower qui distingue urgence et importance, on entend souvent ce qui n'est pas urgent et pas important, vous le déléguez, on s'en fiche complètement. Et là, tu viens de faire la démonstration que ce qui semble pas être très urgent et pas très important, en réalité a sa place dans un planning de manager. Évidemment. Et je rajouterais même que en fait aujourd'hui, je pense que c'est complexe pour les managers de se projeter dans leur rôle de manager. Quand est-ce qu'on manage ? Est-ce que je suis un bon manager ? Ça, c'est super dur. Et accorder ce temps-là et le mesurer, ça devient pratiquement même enfin, il faut pas que ça devienne too much, mais l'objectif du manager, c'est d'accorder du temps à ses collaborateurs. Et on accorde 30 minutes à chacun de ses collaborateurs par semaine. On peut se dire, pendant 2h30 cette semaine, j'ai été un manager, j'ai été un bon manager. Je trouve ça génial. On vous retrouve prochainement pour des épisodes 100% Germe. Qu'est-ce que vous allez chercher auprès des participants du réseau ? Nous, Germe, ça a été une grande histoire d'amour depuis le début. On connaît très bien Stéphane Bijard qui nous a d'ailleurs présenté à tout Germe. On est très proche de lui encore aujourd'hui. On l'a interviewé dans le podcast. Donc, c'est une histoire d'amour qu'on avait envie de prolonger et qu'on avait envie d'étendre surtout à tous les gens du réseau, à tous ceux qui sont prêts et partants pour faire un épisode, qui ont des choses, des trucs croustillants, des trucs incroyables à raconter, à mettre en valeur. Nous, on est plus que prêts à aller à leur rencontre, à partager avec eux, à apprendre de ce qu'ils font.
Et pour nous, Germe, c'est le réseau qui incarne cette innovation managériale continue et qui, avec lequel il fallait qu'on collabore encore et encore et encore. C'est quoi Germe pour vous en 3 mots? Germe pour nous en 3 mots. Ah, 3 mots. Alors, je pense qu'il y a le mot révélateur. Désolé, je vais encore faire une phrase de député, mais 3 mots et j'explique pourquoi. Révélateur parce que je pense que j'en reviens à mon père, mais qui est adhérent au réseau Germe et qui, je pense, a eu le déclic de quitter sa boîte grâce à tout ce qu'il y avait par ailleurs et tout ce que Germe lui a apporté. Donc il y a révélateur, il y a partage. Moi j'ai assisté à des journées Germe. On s'est éclaté, on partage, on rigole, on mange bien et on apprend de fou. Et le troisième, je dirais curiosité qui se rapproche un peu de la notion de progrès, je pense. D'ailleurs, c'est Germe le réseau de progrès du manager, mais toujours être curieux, quoi. Se rencontrer une fois par mois, échanger, apprendre, c'est la curiosité, c'est rester justement dans cette évolution perpétuelle dont on parlait. Une petite dernière pour la route? Allez. Dans votre périple mondial, l'effet waouh. L'effet waouh. Alors, il y en a eu beaucoup. Et je pense peut-être celui où on s'est dit carrément, on a même envie de changer de métier. C'était quand on est allé dans la première entreprise qu'on a visitée aux Pays-Bas. En plus, c'était la première, donc forcément, c'était waouh de parce que c'était la première. On arrive dans un cabinet de conseil. Alors nous, on avait l'image cabinet de conseil, stratégie, management. On est là, tac, dans des cases, un consultant, on le switch, on change. Et en fait, là, on arrive, c'est un cabinet de conseil en ingénierie mécanique et tout. Donc c'était un truc très lourd avec des ingénieurs, des mecs capés de fous. Et en fait, on se rend compte, on rencontre la directrice et là, elle nous partage, mais tout ce qu'ils font, les pizza sessions, on a fait un podcast d'ailleurs tellement c'est dingue, mais les pizza sessions, le laboratoire, la façon dont ils ont de pousser les gens à devenir entrepreneurs. Et moi, il y a une phrase qui m'a marqué tout le voyage. Elle nous a dit, what if Einstein had a personal coach? Donc, et qu'est-ce que ça aurait fait si Einstein avait eu un coach personnel? Et en fait, elle dit, moi, pour les ingénieurs, je suis ça. Je suis leur coach personnel qui va les révéler et qui va leur faire l'extra mile, quoi. Aller un cran plus loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Surtout pour des ingénieurs qui restent assez dans leur confort technique, qui sont très forts, mais qui restent dans leur confort technique. C'était un waouh, mais de malade. On voulait devenir ingénieur après ça, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage en 3 idées? Je vais le même faire en 2 parce que je pense que ça peut se faire en 2. La première, c'est pas de copier-coller. Chaque entreprise doit trouver sa propre voie, doit construire son parcours. On est dans cette idée d'évolution, on est dans cette idée de personnalisation de l'innovation managériale. Et le deuxième point, c'est le lien qui nous unit tous. C'était chez Biba, c'était chez Mike, c'était tout ça. Aujourd'hui, on construit une boîte on construit une entreprise et uniquement grâce au lien qui unit chacun de nous. Et je pense que c'est ça le plus fort, c'est le lien qu'on a construit avec les gens qu'on a rencontrés et qui nous ont partagé le lien qu'ils avaient créé avec les gens dans leur entreprise. Et ça, c'est magique. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi David. Bonne route. C'était un super moment en plus dans ce parc magnifique, c'était trop cool. Merci à tous et puis à très bientôt. Et à bientôt en podcast avec Germe, avec l'équipe de Choc et Cassandre qu'on embrasse. Oui, on l'embrasse fort. Salut, ciao. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. On a bien fait d'aller marcher, on n'est plus réveillés. On n'est plus réveillés, je pense. On est bien.